Europe 1, 7h14, les experts avec vous Thomas Soto. Les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'écho, Antonin André, c'est la politique, Alex Taylor, c'est l'Europe et Anne Le Gall innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, malgré les attentats, la France reste bien la première destination touristique mondiale, annonce faite hier par l'Organisation mondiale du tourisme. Alors franchement, c'est très contre-intuitif. On sait que les actes terroristes ont fait fuir nombre de touristes. Voilà, effectivement, le communiqué est tombé hier, ce sont des chiffres provisoires. Alors, l'Organisation mondiale du tourisme ne donne pas de chiffres précis, mais elle est formelle. La France a gardé sa place de numéro 1 mondial en nombre de touristes. Et en fait, ça s'explique. Si vous réfléchissez bien, en France, il y a 84 millions de visiteurs étrangers qui viennent chaque année visiter notre pays. Il y a plus de visiteurs que d'habitants. Oui, il y a plus de... Voilà. Alors, si vous regardez par nationalité, quelle est la première nationalité qui vient en France ? Chinois, non ? Non, les Allemands. 12 millions d'Allemands, 13 millions d'Allemands viennent chaque année en France. Ensuite, numéro 2, les Britanniques, 12 millions. En 3, les Belges, 10 millions. Les Italiens, les Suisses, les Espagnols, si vous voulez. Les Chinois, voisins. ils sont que 1 million. Exactement, ce sont les Européens qui viennent en France. Et ces Européens continuent de venir en France malgré les attentats. Au contraire, vous avez même le patron d'Eurotunnel qui expliquait la semaine dernière qu'avec les attentats, les Britanniques rechignaient à prendre l'avion pour aller en Égypte, etc. et qui privilégiaient les destinations de proximité comme le nord de la France. Bon. Donc si vous voulez, les Européens qui sont le gros de bataillon viennent toujours en France malgré les attentats. Petit Le Touquet objet. plutôt que la mer Rouge. Voilà, exactement. Petite objection quand même, les professionnels du tourisme se plaignent d'une chute de la fréquentation. À Paris, les réservations dans les hôtels ont chuté de 30%. Et alors c'est là où je vais parler de vos Chinois, parce que ceux qui ne viennent plus, en effet, ce sont les Chinois, ce sont les Japonais, moins 30% pour les Japonais. Or là, on a des touristes très dépensiers. Un Japonais, quand il vient en France, il dépense 200 € par jour et il reste une semaine. Ça fait qu'il lâche 1600 € dans notre pays, bien plus qu'un Hollandais de passage qui va en fait souvent s'arrêter une nuit dans un Formule 1 ou dans un camping pour ensuite aller en Espagne et qui sera comptabilisé de la même façon comme un touriste, exactement comme Donc, le il y a Japonais. volume, mais il n'y a pas les sous-sous. en quelque Exactement, sorte. voilà. Donc la France, en volume, va conserver sa place de numéro 1. En revanche, c'est vrai que pour le tourisme, en recette, l'année 2016 sera probablement très mauvaise. D'ailleurs, en recette, nous ne sommes que numéro 3 mondial. On n'est absolument pas numéro 1 mondial. On est numéro 1 mondial en nombre de touristes, mais en recette touristique, numéro 3 mondial. Alors, petite touche d'optimisme. L'Organisation mondiale du tourisme, hier, dans son communiqué, tenait à préciser qu'il ne fallait pas être pessimiste. Après les attentats de Madrid en 2004 dans la gare d'Atocha, il y a eu une baisse temporaire, mais très vite, C'est le reparti. tourisme est remonté derrière. La politique, le voilà pas Antonin André, mais le mea culpa de Nicolas Sarkozy, Antonin. Il l'annonce sur son compte Facebook. Alors il va sortir un livre qui va paraître lundi prochain. Tout ça écrit dans le plus grand secret, livre très personnel, nous dit-il, et dans lequel il revient sur ses réussites, mais aussi donc sur ses erreurs. La France pour la vie, voilà le titre en exclusivité, c'est ça le titre. Thomas. C'est La le titre France du pour livre, la je vie. peux vous le révéler ce matin, oui. Un livre écrit effectivement dans le plus grand secret, qu'il a commencé à écrire l'été dernier par bribes. Il l'a achevé fin décembre. Alors c'est un livre rédempteur, en tout cas annoncé comme tel par ses proches, dans lequel Nicolas Sarkozy jette un regard critique sur son action, des 35 heures qu'il n'a pas réformées, à sa vie personnelle qu'il a exposée, le bling-bling, un inventaire face aux Français, façon si je me suis trompé, bien je l'admets. Alors il nous avait fait, j'ai changé Nicolas Sarkozy, mais je me suis trompé, il ne nous l'avait jamais fait. Le livre, tiré à 100 000 exemplaires, sera dévoilé lundi, en même temps qu'un site internet dédié. 100 000 exemplaires, c'est beaucoup pour un C'est premier assez tirage. ambitieux. Alors c'est un mea culpa qui lui ressemble assez peu quand même à Nicolas Sarkozy. Non, il lui a Antonin. fallu 4 ans. 4 ans pour regarder en face son bilan et faire son autocritique. Ses proches, ses conseillers, ses amis considèrent qu'il aurait dû le faire dès la campagne de 2012, que son refus à l'époque de le faire, cet inventaire, lui a coûté la victoire. Et depuis, c'était un sujet tabou. En fait, personne n'osait lui en parler. Aujourd'hui, en fait, Nicolas Sarkozy fait cet inventaire parce qu'il n'a plus le choix. Parce que si c'est pas lui qui exerce ce droit d'inventaire, ce sont ses ennemis qui s'en chargeront pour lui. François Fillon, Bruno Le Maire, Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis il y a aussi un coup politique, c'est un coup de poker ce livre. Ce livre et le plan média qui va l'accompagner va nous vendre le nouveau Sarkozy. Alors on ne doit pas être juste dans l'opération cosmétique, il doit vraiment donner le sentiment d'une révolution intérieure parce que sinon ça ne marchera pas. Il faut rappeler le handicap qu'il a remonté aujourd'hui, le Challenger Sarkozy, le dernier sondage en date. Il est à 21% d'intention de vote chez les sympathisants de droite, Alain Juppé est à 45%. Il y a plus du double Plus chez les du double. sympathisants de droite. Ceux qui vont Absolument. voter à la primaire. Sondage d'hier, alors oui, on pense que c'est ceux qui voteront à la primaire. Donc ce livre, c'est sa dernière carte, alors même aujourd'hui que les plus proches de Nicolas Sarkozy doutent
de sa victoire. Mais on n'est jamais mort en politique, faut jamais l'oublier. Le livre s'appelle donc, et c'est une révélation d'Antonin André, La France pour la vie. Personne ne l'a lu encore. Hein. Personne ne l'a lu, tout le monde l'aura en même temps lundi prochain et on verra si l'exercice de mea culpa est effectivement rempli. Vous le citiez à l'instant, Bruno Le Maire, lui aussi candidat très 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 probable et potentiel à la primaire, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 pour l'interview politique d'Europe. Alex Taylor, on va en Suisse avec vous. Une étude étonnante qui vient de sortir et qui conclut que nous devons accueillir beaucoup plus de migrants. Là encore, c'est contre-intuitif, on va dire. Et effectivement, c'est une étude que j'ai épluchée. Vous savez que j'épluche plein de choses pour vous, Thomas Soto, tous les matins. Mais là, ça s'appelle The Future of Europe, l'avenir de l'Europe. Et ce n'est pas d'une énième ONG, mais comme vous venez de dire, de la banque suisse UBS, par réputée, vous le savez, pour ses prises de position humanitaires. La conclusion est un peu plus simple. Si nous, les Européens, on veut la croissance et que nos retraites soient payées, il y a une seule solution, doubler illico presto le nombre de migrants et accueillir en moyenne 1,8 million par an dans les 10 prochaines années. Bon, c'est et voilà. pas tous les jours qu'on entend ça quand même, Alex. Non, mais c'est quand même assez logique. Quand on lit l'étude, le vieux continent est justement de plus en plus vieux. L'âge moyen fait des bons en avant, vous le savez, les taux de fécondité calent partout et l'économie, Axel de Tarlet, vous me donnez raison, ne s'améliore pas des masses. Non. Alors, l'Union européenne est le plus grand marché du monde, mais plus pendant longtemps. On risque de perdre ce statut déjà. Allez-y. Oui, pardon, on me couper le micro. On risque de perdre ce statut dans les 10 années à venir. Le problème est que dans le court terme, un migrant, c'est très coûteux. 12 000 € par an en Allemagne pour l'héberger, pour le former. Ce chiffre est réduit à 0 après 5 ans. Puis après, la personne devient, je cite, rentable et commence à payer ses impôts. C'est vraiment fait comme une étude économique. Absolument, mais cette étude, on ne peut plus sérieuse. On amortit le migrant, en quelque sorte, entre guillemets. C'est ça. Alors, l'étude cite la politique beaucoup plus verte des États-Unis. 1 million de green cards par an, c'est le droit de travailler depuis longtemps déjà pour une population de 320 millions, nettement moins que nos 500 millions. Donc on comprend la philosophie de Merkel un peu mieux quand on lit ce genre d'études. Et puis c'est vrai que je commence à voir dans la presse un peu partout maintenant des articles un peu plus sympas dans le genre, il ne faut pas décourager les jeunes à venir travailler chez nous parce qu'on aura besoin d'eux dans l'avenir. Il y avait un article dans le Corriere della Sera, le plus grand journal italien, un éditorial disant exactement la même chose ce week-end. Ce sont des sujets qui évoluent beaucoup et des mentalités qui évoluent au fur et à mesure que l'actualité... Ils n'ont pas complètement tort. Ouais. Je veux dire, qui va payer nos retraites, hein? Moi, je suis plus proche que vous. Et puis, je me dis, mais... Il est inquiet, Alex Taylor. Il est inquiet. Oui, tiens, nos auditeurs sont très réactifs. Question de Stéphane sur Europe1.fr. C'est pour vous, Antonin André. Est-ce qu'il a écrit lui-même son livre, C'est Nicolas en tout cas Sarkozy? ce qu'on nous explique. Il l'a entamé cet été dans le plus grand secret. Il l'a écrit par bribes, par petits bouts, et il l'a achevé à Noël. On nous assure qu'il l'a écrit seul. Il y a C'est un beaucoup de livre très politiques qui personnel. n'écrivent pas eux-mêmes leurs bouquins. Souvent, ils ont des sparring partners. La France pour la vie, donc on innove. L'innovation qui nous vient d'Allemagne où des chercheurs, Anne Le Gall, ont mis au point des petits moteurs pour booster la fertilité des hommes. Et plus précisément, ce sont des moteurs pour spermatozoïdes. Car quand un couple a du mal à concevoir un enfant, l'une des causes peut être la trop faible mobilité des spermatozoïdes qui n'arrivent donc pas à atteindre l'ovule. D'où cette idée de scientifiques allemands de fabriquer un nanomoteur, une minuscule hélice qui aide les spermatozoïdes à avancer. Alors évidemment, tout ceci se passe pour l'instant en laboratoire. Les spermatozoïdes sont équipés de leur nano-hélice en éprouvette. Mais c'est incroyable parce que la taille d'un spermatozoïde quand même, voilà. Oui. Mais elle ressemble à quoi cette hélice alors? Justement, c'est une minuscule spirale de 0,05 mm. Elle se pilote à distance par un champ magnétique. Elle se pilote, Elle est incroyable. conçue pour s'enrouler naturellement autour de la flagelle du spermatozoïde et l'aider à se propulser en avant. C'est un peu comme un moteur de bateau, si on veut. Et une fois la destination atteinte, donc l'ovule, eh bien l'hélice se sépare du spermatozoïde pour que la fécondation se passe normalement. Comme la fusée avec les boosters, en fait. Il y a les deux boosters sur le côté qui s'en vont quand la fusée est en orbite. Voilà, ça se détache. On vous met la vidéo sur Twitter avec le hashtag E1matin parce qu'effectivement, c'est très, très étonnant. Et c'est plus efficace que les techniques actuelles de fécondation in vitro? Alors, c'est très expérimental pour l'instant. En éprouvette, ces spermatozoïdes motorisés donc n'atteignent l'ovule que dans un tiers des cas. Mais les chercheurs espèrent bien améliorer la technique et surtout faire en sorte que ces spermatozoïdes motorisés puissent féconder les ovules à l'intérieur du corps de la femme, donc en milieu naturel. Ça permettrait d'éviter l'étape du prélèvement d'ovocytes qui est toujours nécessaire et un peu fastidieuse pour la fécondation in vitro. Ça vous laisse sans voix les garçons, hein. Allez. Une fois de plus, c'est la faute des hommes. Ouais. C'est un autre débat qu'on ouvrira une autre fois, mon cher Axel. Allez, à demain les experts, 7h15.